Pour l'instant, il est 8h32. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Thierry Andrieux. Il est président de l'Embal Terre et Mer, également maire de Hénon, dans les Côtes-d'Armor. Je le précise pour nos auditeurs lointains. Il est en direct avec nous au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour aux auditeurs, bonjour à tous. Alors Thierry Andrieux, j'ai une question très simple. Qu'est-ce qui se passe à l'Embal Terre et Mer ? Alors effectivement, depuis le fin d'année, suite au vote du budget de l'agglomération de l'Embal Terre et Mer, qui est composée de 38 communes de l'agglomération, une décision qui m'a étonné, effectivement, une décision de la majorité lambalaise, de ne pas avoir voté le budget, les différents budgets, parce qu'il y a 8 budgets au niveau de l'agglomération, et donc suite à une concertation, une compréhension, essayer de comprendre effectivement leur vote. En début d'année, on a passé plusieurs heures de discussion avec les membres du bureau également, et je me suis aperçu effectivement qu'il y avait une défiance, un terme trahison effectivement par rapport à... C'est un terme fort. Un terme fort effectivement, mais qui est important à mes yeux, des valeurs qui n'ont pas été partagées, par la loyauté, le problème de loyauté, effectivement, qui n'a pas été suivi. Quand on travaille dans la politique, on travaille en équipe, que ce soit dans une équipe municipale, une équipe d'agglomération, les bureaux municipaux, bureaux communautaires, effectivement, qu'on soit solidaire. On peut avoir des avis divergents lors de la préparation du budget ou des différentes politiques. Mais rappelez que quand on vote un budget, c'est pour l'année 2023. Alors, donc ça veut dire que toutes nos politiques publiques sont financées dans ce budget. Et si on n'est pas d'accord, si on vote contre, on s'abstient. C'était le cas effectivement de la majorité lambalaise. Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord sur ces politiques. Donc moi je ne pouvais pas laisser passer ça. Donc suite à une discussion, suite à un échange avec les membres du bureau actuel, j'ai pris la décision, effectivement, de retirer les délégations. Le président a la possibilité de retirer les délégations aux 4 vice-présidents de l'Embal Terre et Mer, que ce soit Philippe Hercouet, que ce soit Thierry Gauvrit, que ce soit David Burlot et Josiane Jégu, pour marquer effectivement le coup qu'ils n'avaient pas voté le budget. Donc, difficile de porter des politiques alors qu'on n'a pas voté le budget. Est-ce que vous avez eu des éléments de réponse de leur part? Pourquoi ne pas avoir voté le budget? Alors, les informations sont confuses. Déjà, ça n'a pas été préparé en amont, ça n'a pas été partagé au niveau du bureau, pas assez directement, sachant que l'information qui ne votait le budget, moi je l'ai appris 1 minute avant le début du conseil communautaire, je veux dire même précisément à 16h29, alors que le conseil commençait à 16h30. Et pas forcément d'informations précises sur ça. Manque de solidarité, ce que je comprends, c'est manque de solidarité foncière, manque de solidarité financière, fonctionnelle, sachant comme nos services entre l'agglomération et la ville, une petite particularité, c'est que nos services sont mutualisés, qu'il y a déjà une solidarité financière qui existe déjà entre les différentes collectivités, entre l'agglomération et les 38 communes, avec des flux financiers qui existent dans les deux sens. Et nous avions acté, nous avions entendu effectivement cette demande de la part de l'Embal Armor. Et notre volonté, c'était de remettre en place, revoir notre pacte fiscal et financier, le flux financier qu'il y a entre les collectivités. On avait acté de le revoir en 2023. Et de revoir nos politiques publiques, parce qu'effectivement, le monde a changé. Depuis un certain temps, depuis la crise sanitaire, mais depuis peu aussi avec la crise énergétique et crise écologique, on voit bien que... Vous étiez venu en parler ici, voilà, d'ailleurs, au micro de la matinale, de ces changements qui arrivent. Ces changements qui sont nécessaires. Il faut qu'on fasse évoluer nos politiques publiques vis-à-vis, effectivement, de ce contexte qui a changé. Donc oui, on est en pleine transition. Je dis l'Embal Terre et Mer est en pleine transition. Il faut qu'on puisse faire évoluer nos politiques publiques. Et on avait acté dans le DOB, effectivement, de faire évoluer aussi nos politiques publiques. Sur la stratégie, sur la politique foncière, sur la solidarité foncière, oui, on n'a pas de PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, donc il y a 38 documents d'urbanisme sur notre territoire d'Embal Terre et Mer, avec les 38 communes. Et suite, je crois qu'on avait déjà parlé de ça par rapport à la sobriété foncière, suite à la loi climat et résilience, à la loi ZAN, où on demande effectivement de réduire notre consommation foncière de 50%. Par rapport, on a plus consommé il y a 10 ans. Voilà. Si on revient un petit peu 2011-2021, on a consommé beaucoup d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Et pouvoir préserver
les terres agricoles, pour pouvoir préserver les espaces naturels et forestiers, agricoles aussi, mais voilà, il faut qu'on puisse effectivement réduire notre consommation foncière de 50%. Et pour cela, pour pouvoir continuer à avoir un territoire dynamique, avec notre ville-centre dynamique, oui, il faut qu'on continue effectivement à partager ce foncier. Donc on a travaillé, j'ai travaillé avec l'ensemble des maires, le bureau a travaillé pour proposer des réunions de secteur. On s'est déplacé voir les maires, les adjoints en charge de l'urbanisme, les élus municipaux. Donc on a fait des réunions sur le terrain, on s'est déplacé pendant toute l'année 2022 pour pouvoir préparer, acculturer déjà par les élus et leur expliquer que oui, le monde a changé, donc désormais on ne peut plus aménager notre territoire différemment, on ne peut plus faire des lotissements comme on faisait auparavant en extension urbaine, etc. Il va falloir reconstruire sur la ville, construire dans nos bourgs, dans centre-ville, pour éviter de consommer du foncier. Oui, effectivement, c'est un paradigme assez important, il faut qu'on aménage différemment, que ce soit sur l'habitat, sur l'économie également. Donc ce travail a été fait en 2022. On continue à travailler, on va continuer à travailler avec l'ensemble des élus du territoire de Lamballe-Terre-et-Mer. Rappelez qu'il y a à peu près 800 conseillers municipaux sur nos 38 communes. Donc il faut arriver à culturer dans un premier temps. Et à se comprendre, c'est pas toujours simple. Partager, expliquer la dynamique du territoire, expliquer le besoin aussi de foncier économique sur le territoire. On a la chance d'avoir un territoire dynamique avec une économie qui va bien, avec un taux de chômage qui est inférieur à 5%. C'est une bonne chose, mais il faut aussi qu'on puisse laisser la possibilité aux entreprises de pouvoir se développer. Donc dans nos zones d'activité, qui sont réparties un peu partout sur le territoire, avec, on va dire, autour de la RN12, globalement, il y a une attractivité qui est un peu plus importante. Les entreprises, ils cherchent aussi à pouvoir être le plus rapidement accessibles. Et être proche des voies de communication. Proche des voies de communication en même temps. Il faut penser aussi aux voies ferrées à proximité également. Donc on a la chance aussi d'avoir une gare aussi LGV sur Lamballe-Armor qui permet de pouvoir accrocher aussi, on l'a bien senti depuis la crise sanitaire, où on a une migration de population qui arrive sur notre territoire. Donc il faut qu'on puisse trouver des solutions pour l'habitat, je rappelais, pour l'habitat, pour l'économie et pour nos infrastructures. Donc tout ça, ça a été porté, effectivement, présenté en 2022, présenté en bureau, voilà, pour pouvoir préparer le monde de demain pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors, il y a aussi la fiscalité. Est-ce que ça a pesé justement dans ces tiraillements, si vous me permettez le terme, cette fiscalité qui va évoluer aussi? Alors, sur la fiscalité, je pense qu'on n'a pas de désaccord sur le sujet. On a, comme le monde économique, au jour actuel, nos charges de fonctionnement augmentent. Si on prend le point d'indice des agents territoriaux a augmenté dernièrement, donc la masse salariale a augmenté suite à la décision de la revalorisation du point d'indice des agents. Donc c'était attendu aussi de la part de nos salariés. C'était normal aussi qu'on puisse revaloriser nos agents. Et nos charges de fonctionnement, je pense à le coût d'énergie qui fait exploser aussi nos charges. Donc il fallait à tout prix qu'on puisse équilibrer notre budget. Et à rappeler que l'État peut présenter un budget en déséquilibre, pas nos collectivités. Nos collectivités, on doit avoir un budget qui est équilibré. Donc on a fait un effort. J'ai demandé effectivement au service, à tous les élus, les vice-présidents, de faire un effort assez conséquent sur nos politiques publiques, pouvoir réduire. Et après, on n'avait pas le choix de pouvoir lever la fiscalité, malheureusement, sur le foncier et sur la compétence prévention des inondations pour arriver à comment... Mais là, il n'y a pas de désaccord. Globalement, toutes les collectivités sont impactées au jour actuel financièrement et on n'a pas le choix de pouvoir arriver à équilibrer. Donc on a fait au mieux, on a sans fragiliser le service public. Notre volonté, c'est de pouvoir conserver le service public parce que c'est important sur le territoire, que ce soit sur l'ensemble des budgets, l'ensemble des services, je pense de petite enfance jusqu'aux personnes âgées. C'est d'ailleurs réclamé par la population, ce besoin de services publics. Oui, voilà. Pour pouvoir aller au travail, on va dire que les jeunes parents, les jeunes actifs, oui, ils ont besoin effectivement de trouver une solution de garde pour la petite enfance. Après, derrière, effectivement, pendant les congés, on est tous contents effectivement d'avoir des centres de loisirs pour pouvoir accueillir nos enfants. Et donc il faut qu'on puisse arriver à garantir ce service public avec la problématique, si on revient à la problématique d'attractivité et de recrutement de nos agents. Parce qu'on a un taux de chômage qui est faible, j'en parlais tout à l'heure. Les entreprises ont du mal à trouver du personnel, mais nos collectivités aussi. Et on sait bien que nos collectivités sont financièrement moins de capacité à rémunérer que
une entreprise privée. Donc il faut qu'on arrive... Il y a un déséquilibre entre le privé et le public. Voilà. Alors, est-ce que cette crise aussi, ce n'est pas une crise politique, Thierry Andrieux? Alors voilà, on va rentrer un peu dans la mécanique politique, mais est-ce que ce n'est pas une crise politique aussi? Une crise de confiance? Crise de confiance. Pour moi, c'est un problème de confiance entre le président et le maire de Lamballe-Armor. Voilà. Après, qu'il y ait une crise politique entre l'ensemble des élus de l'agglomération, je ne pense pas. Après, il y a forcément une défiance au niveau de l'agglomération, mais ça c'est notre travail quotidien de pouvoir renforcer ce lien. Il y a eu un peu de tension avec certaines communes, mais là on les a raccrochés. On va dire en 2022 aussi, on a eu des bilatérales, des rencontres régulières avec certains élus pour pouvoir discuter, échanger, comprendre. Toujours le dialogue, finalement. Toujours le dialogue. Voilà. C'est important à mes yeux. Comme je dis, je suis là pour pouvoir écouter, entendre, comprendre. Voilà. Et j'ai toujours tendu la main, toujours essayé de faire évoluer nos politiques publiques. Effectivement, ça ne peut-être pas assez vite pour certaines personnes, ça ne peut-être pas forcément assez vite pour les élus de Lamballe. Je reviens à la stratégie foncière, même si leur document d'urbanisme, le PLU de Lamballe-Armor est en cours de révision, on peut comprendre leur attente, mais il faut que je puisse le partager avec l'ensemble des 38 communes pour pouvoir avoir cette solidarité foncière sur le territoire pour conserver ces dynamiques. Ma volonté, c'est de pouvoir conserver notre territoire dynamique, conserver la dynamique de notre ville-centre aussi qui est attractive avec tous ses atouts. Hein. Mais il faut qu'on puisse prendre le temps aussi de partager le foncier et de comprendre ensemble. D'un point de vue humain, vous avez été déçu d'être obligé d'en arriver là, d'être obligé de retirer ces 4 délégations? Oui, forcément, on est déçu parce qu'au début, quand on met en place une gouvernance, ce qui s'est passé le 17 juillet 2020, j'ai mis en place une gouvernance avec une discussion, une proposition que j'avais faite à ces élus en disant, bah oui, l'élu, vous avez apporté la politique et économie. Je pense à Philippe Perquet pour la politique économie, Thierry Gauvet de la partie culture, David Burlot la politique sport et Josiane Jégu la partie solidarité avec le CIS et la politique santé. C'est des politiques qui sont importantes à mes yeux aussi en même temps. Mais moi j'ai besoin de travailler dans la confiance. Voilà. Et si j'ai pas de confiance avec les personnes, s'il y a des manques de transparence, des informations qui ne me remontent pas, du coup, j'allais commencer à alerter au début, et après derrière, forcément, j'interpelle, voilà, et je peux prendre des décisions, voilà. Vous avez pu parler avec Philippe Perquet, le maire de Lamballe-Armor? On a échangé, on échange régulièrement, on se voit en bilatéral tous les lundis, on va dire qu'on se voyait tous les lundis matins depuis 2020, voilà. Il y a eu quelques tensions un petit peu à mon retour de congé en 2022, parce que j'étais en congé maladie fin 2021. Et après, au fur et à mesure, j'ai repris effectivement cette relation bilatérale, mais il y a une incompréhension ou un problème de compréhension, un problème d'écoute à ma connaissance, de sa part. Voilà. Donc, du coup, le climat de confiance s'est distendu. L'éloignement entre le président et le vice-président s'est aggravé. Voilà. Et on sait bien qu'entre un président et un premier vice-président, il ne faut pas avoir l'épaisseur d'une feuille de cigarette, effectivement, pour pouvoir travailler main à main. Parce qu'on sait bien que si je suis absent, en tant que président est absent, il faut qu'il puisse faire confiance au premier vice-président. Et aujourd'hui, la confiance n'est plus là. Alors, comment ça va fonctionner désormais? Il va y avoir un vote, une nomination où vous allez donner de nouvelles délégations à d'autres personnes? Voilà. Alors, les délégations, c'est le président qui les retire. Voilà. Pour le poste de vice-président, c'est le conseil communautaire qui a fait l'élection. Donc du coup, mardi prochain, mardi 7 février, il y a un premier vote qui va arriver. C'est d'abord le retrait des vice-présidences. Voilà, donc là, les 4 personnes n'ont plus la délégation, donc n'ont plus l'indemnité qui correspond. Voilà. Après, c'est au conseil communautaire de retirer la vice-présidence. Et là, on va remettre en place une gouvernance. Voilà. Et ma proposition, c'est de remettre en place une gouvernance dans un climat de confiance, dans le respect, dans la loyauté et dans la transparence. Et c'est pour ça qu'on va retravailler avec le bureau actuel. On va resserrer les rangs, on va se répartir entre les tâches. Voilà. Et la main que j'ai tendue, c'est de proposer à Josiane Jégu de prendre la politique santé pour l'intercommunauté. Donc pour demander à Josiane, si était d'accord, Josiane Jégu, de pouvoir porter la politique santé au niveau de l'agglomération. Elle a fait un travail assez conséquent en 2022.
Donc dès demain, on est le 1er, je crois aujourd'hui, dès demain, oui. on va signer le contrat local de santé et je lui ai demandé d'être présente en présence du préfet et des services de l'ARS et tous les services en conséquence. Et la proposition que je fais effectivement aux élus de Lamballe-Armor, c'est de continuer à porter cette politique santé pour l'agglomération, pour le territoire, mais tout ça dans la confiance et la transparence. J'ai eu une première réponse verbale de sa part, qu'elle était intéressée. Voilà, après, il faut forcément qu'il puisse échanger avec l'équipe, la majorité lambalaise, pour pouvoir arriver à se mettre d'accord. Et donc mardi prochain, donc il y aura un vote. On va revoter l'ensemble des délégués, des vice-présidents. Donc on va redésigner l'ensemble des vice-présidents et des conseillers délégués qui sont en place. Alors c'est un fait un peu inattendu, ce qui s'est passé à Lamballe-Armor. Alors on va suivre évidemment... Lamballe-Terre-et-Mer. Lamballe-Armor. Lamballe-Terre-et-Mer, vous voyez, je mélange. Voilà. Alors justement, les rapports avec Lamballe-Armor, le petit lapsus me permet d'en parler. Les rapports restent bons, néanmoins, vous allez arriver à travailler finalement. Oui. Entre personnes intelligentes, on arrive à travailler, même si on peut avoir un conflit à un moment de temps, il faut qu'on puisse travailler dans le cadre de l'intérêt général, pour l'intérêt du territoire, pour l'intérêt des habitants. Depuis le début d'année, on a eu des échanges politiques pour pouvoir comprendre le vote des élus de Lamballe-Armor, et après on a refait des bureaux communautaires pour prendre des décisions, pour pouvoir préparer des décisions, et on travaille de façon concertée, en se respectant. Hier soir, on a encore refait une réunion en plénière avec l'ensemble des conseillers communautaires et des maires du territoire. Et non, on est là pour travailler. Faut écarter effectivement les... Après, derrière, c'est à nous de trouver une gouvernance particulière pour Lamballe-Armor, comme on le fait pour certaines communes. Il y a des communes qui ne sont pas représentées au niveau du bureau communautaire. Mais à rappeler que le bureau communautaire prépare les décisions, et c'est bien le conseil communautaire qui décide. Voilà. Donc c'est bien les 69 conseillers communautaires qui décident, et pas seulement le bureau. Le bureau va prendre quelques décisions, mais des décisions infimes, minimes. Voilà. Mais c'est bien le conseil communautaire qui va valider toutes les politiques publiques. Et ma volonté, c'est de pouvoir partager en toute transparence nos projets politiques, les projets, effectivement, l'évolution des politiques publiques, les projets d'envergure qu'ils peuvent avoir sur le territoire. Et après, quand c'est bien préparé, voilà, après, on est amené à le voter en conseil communautaire. Et pour revenir à la gouvernance, donc toutes les communes ne sont pas représentées au niveau du bureau communautaire. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en place une gouvernance spécifique, entre guillemets, pour pouvoir échanger avec les élus de Lamballe-Armor, en tenant compte effectivement des spécificités de la ville-centre. On a le ville-centre effectivement qui peut avoir des charges de centralité que le maire avait sollicité pour pouvoir les revoir. On avait dit qu'on allait revoir en 2023 dans le cadre du pacte fiscal et financier et voir ce qu'on pouvait ajuster par rapport à nos politiques publiques. Donc on est ouvert à toute proposition. Voilà. Et on est là pour construire ensemble. On n'est pas là pour déconstruire, on n'est pas là pour freiner la dynamique de notre territoire. On a la chance d'avoir je reviens à un territoire qui est dynamique, une ville-centre qui est dynamique. Donc, moi, c'est pas ma volonté, c'est pas de planter le décor ou freiner la dynamique du territoire. Donc, on va discuter, on discute avec les acteurs économiques, avec les acteurs, les autres PCI voisines aussi, les autres collectivités. Et tout ça en concertation dans le cadre de l'intérêt général, dans la confiance, dans la transparence. Confiance, transparence et continuité, évidemment, on l'aura compris, parce qu'il y a eu une petite inquiétude quand l'information est sortie, comme l'on dit. Voilà, nous les journalistes, on est souvent sollicités, on nous dit « Oh là, mais alors qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, c'est la cabane par-sous le chien, pour reprendre un terme un petit peu trivial. » Donc, continuité. Les grands dossiers, on va se projeter dans l'avenir, si vous le voulez, Thierry Andrieux. Les grands dossiers pour, on va dire, les 2-3 ans qui viennent, quels sont-ils ? Alors, on va commencer par un dossier qui est en cours, un dossier d'investissement en cours, c'est le hall du Liffré. Le hall du Liffré qui est basé sur la ville de Lamballe-Armor, qui est en cours de travaux actuellement, il devrait être ouvert, on va dire, deuxième semestre 2023, avec une ouverture attendue. Un équipement d'intérêt communautaire, on va pouvoir accueillir plus de 800 personnes dans cet équipement, on va pouvoir avoir, je ne sais plus combien, plusieurs associations à avoir des différentes activités, et on va pouvoir aussi accueillir des compétitions régionales dans cet équipement. Donc c'est un équipement qui est important pour le territoire, qui va pouvoir faire des propositions, avoir un équipement qui va être proposé à l'ensemble des associations sportives
du territoire de Lamballe TRMR. Donc premier projet à très court terme, parce qu'on va dire c'est 2023. Donc il y a les travaux autrement qui sont en cours. Donc on va dire les travaux qui sont inscrits au PPI, au plan pluriannuel d'investissement, donc le plan d'eau de la ville Godu, donc effectivement qui va continuer dans ce sens-là. On sait qu'on a les études sur la rocade est de Lamballe Armor, donc c'est pareil. Donc là on est en train de travailler sur le sujet, on le partage au jour actuel, le résultat des études. Et après, derrière, il va falloir évoluer nos politiques publiques. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc, le chantier 2023, c'est comment on adapte nos politiques publiques dans ce contexte de monde de demain, voilà, où il va falloir faire évoluer l'ensemble des différentes politiques publiques. Notre volonté, c'est de pouvoir conserver tout le service public qu'on a au jour actuel, que ce soit la petite enfance, aux personnes âgées. Et je reviens aux personnes âgées, c'est un enjeu important pour notre territoire. On nous annonce 400 000 nouvelles personnes arrivées en Bretagne. On sait que notre population va vieillir assez rapidement. À l'horizon 2040, je ne sais plus le pourcentage effectivement de personnes âgées qui vont arriver sur le territoire. Comment on va pouvoir les accompagner? Quel service d'aide à domicile on va pouvoir le proposer? On est en train de travailler sur le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, la contractualisation avec le département et l'ARS, que ce soit pour l'aide à domicile, le soin à domicile. Pensez aussi à même si c'est la compétence communale ou au niveau CIS, nos structures spécialisées, les EHPAD, etc. Il y a d'ailleurs une grande demande et une grande attention autour des EHPAD. Aujourd'hui, on entend, il y a eu ce scandale Orpea qui est toujours en cours, qui a jeté un peu l'opprobre. Aujourd'hui, il y a besoin de... Allez, j'allais pas se dire redorer le blason des EHPAD et le service public s'est mis peut-être un petit peu à côté en disant voilà, nous on propose autre chose, on n'est pas dans... Ouais, on n'a pas forcément peut-être assez valorisé entre guillemets nos structures d'accueil de personnes âgées. Donc on travaille effectivement sur le sujet. Si on prend les EHPAD publics qu'il y a sur le territoire, que ce soit porté par un hôpital en fonction hospitalière CH2P ou dans une structure, je pense à Pléné-Jugon, et non aussi en même temps. Donc il y a des travaux qui sont en cours pour pouvoir valoriser, et on a aussi à travers le Ségur, on a pu valoriser nos salariés aussi pour les mettre, pour valoriser leur travail et mettre en avant cette qualité d'accueil qu'on a sur notre territoire. Alors justement, les salariés, hier, ça ne nous aura pas échappé, il y avait une forte mobilisation dans la rue contre ce projet de réforme des retraites du gouvernement. On a vu beaucoup de salariés, justement, des EHPAD, beaucoup de salariés aussi de métiers difficiles, hein, on pense, même des artisans parfois, qui sont descendus dans la rue, qui ne descendaient pas avant dans la rue. Est-ce que vous sentez, au niveau de l'intercommunalité, aussi une attente pour une meilleure vie de la part des salariés, en tout cas pour les accompagner, les salariés du public, mais aussi du privé? Je pense que tous, on souhaite avoir une meilleure qualité de vie, que ce soit pendant le temps de travail et après ce temps où on est au travail. Et donc, oui, si vraiment nos conditions de travail sont difficiles, je pense à différents métiers, on peut comprendre effectivement que ces salariés souhaitent partir au plus tôt, ou dans des bonnes conditions, on va dire ça. Et c'est important qu'on puisse tenir compte de ces spécificités. On pense à des gens, des métiers très pénibles, et je pense qu'il y a un principe d'équité. On sait qu'il y a une sensation d'injustice auprès de la population. On pense aux métiers d'agroalimentaire, hein, très présents sur le bassin lambalais. Ce sont des métiers difficiles, on ne va pas se voiler la face. Oui, voilà, on les voit bien effectivement, et certaines personnes arrivent en retraite, pratiquement avec des troubles musculo-squelettiques, globalement des TMS qui arrivent assez facilement. Donc ces personnes-là, effectivement, ils souhaitent effectivement arriver en retraite dans de bonnes conditions pour pouvoir avoir passer une bonne retraite. Donc on peut comprendre effectivement de leur inquiétude et pouvoir partir au plus tôt, ou partir dans de bonnes conditions. Je vous en prie, éclaircissez-vous la voix, c'est important. Justement, autour de ça, c'est aussi la question de l'emploi. Vous le disiez, peu de chômage sur le bassin lambalais, 5%, de l'ordre de 5%, mais des difficultés quand même à recruter. Vous parliez tout à l'heure des services publics, mais dans de nombreux domaines, il y a des difficultés à recruter. Est-ce que là aussi, il va falloir revaloriser, par exemple, les salaires? Je pense que dans certains métiers, ils ne sont pas assez valorisés par rapport aux compétences qui sont exigées. On sait que nos métiers ont évolué. Nos métiers évoluent en compétences aussi, que ce soit dans la technique comme aujourd'hui, ici, là. On voit bien qu'il faut monter en compétences, et les rémunérations n'ont pas forcément été valorisées en fonction
des compétences exigées. Les employeurs, globalement, sont beaucoup plus exigeants par rapport au contexte aussi financier. Donc, il y a une pression assez importante aussi de la part des employeurs pour les salariés. On peut le comprendre également. Mais c'est pour ça que certains métiers ont besoin d'être revalorisés. Il faut qu'on prenne le temps aussi de transmettre aussi un petit peu les compétences. Donc parfois, il faut aussi les préparer. Je pense à l'apprentissage. Il faut arriver à préparer l'évolution de ces métiers. Et il faut qu'on puisse anticiper aussi les métiers de demain. On dit que les métiers de nos enfants et petits-enfants, au jour actuel, les nouveaux métiers, ils ne sont pas encore créés. Donc comment arriver à faire évoluer, former ces personnes, les jeunes, voilà, et anticiper une nouvelle formation. Donc forcément après les valoriser. Alors même si ça ne fait pas forcément partie des compétences de l'intercommunalité de Lamballe Terre et Mer, cette fois-ci je fais attention à ne pas me tromper, est-ce que c'est une piste de réflexion quand même dans vos travaux, dans la réflexion autour de dossiers principaux? Sur le domaine économique, effectivement, on se pose la question sur comment faire évoluer les métiers de demain. Donc, à travers le domaine économique, le domaine de la formation est important. Donc, on sait qu'au jour actuel, on accompagne des entreprises à travers l'association 17 ou à travers des différentes structures pour pouvoir créer des centres de formation. Donc, la question est posée au jour actuel. Est-ce que nos collectivités ne peuvent pas proposer ou faciliter effectivement l'implantation des centres d'information. Et je pense à un centre d'information qui est en train de sortir de terre, qui est en fonction au jour actuel sur la Coperle. La Coperle effectivement forme ses salariés et au jour actuel ils sont en train de sortir un centre de formation tout neuf effectivement rue d'Armor à Lamballe. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter parce que je vois l'heure et là, mon réalisateur est intransigeant. Merci infiniment Thierry Andrieux d'être venu au micro de la matinale. Je rappelle que vous êtes président de Lamballe Terre et Mer, également maire de Hénon dans les Côtes-d'Armor. Voilà, on va suivre évidemment ce dossier et cette voix d'apaisement qu'on a entendue par votre voix. Merci beaucoup. Merci de l'invitation à vous. Et très belle journée. À vous aussi, bonne journée. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.